et l'on a abouti finalement à la navebline qui s'appelle nor-anhydrovinblastine, qui est représentée ici. Je ne vous décris pas tout le schéma chimique de transformation. Voici l'anhydrovinblastine, un dérivé déshydraté qui existe dans la plante, et à partir de là, par une série de réactions, on aboutit finalement à cette substance qui possède un carbone de moins. Vous voyez qu'il n'y en a qu'un ici, il y en a deux là. Eh bien, cette substance a des propriétés nettement différentes, comme on va le voir, de la vinblastine de départ. Alors, justement, on arrive à l'activité biologique. La vinblastine ou VLB est utilisée dans le traitement de la maladie de Hodgkin, la vincristine dans le traitement des leucémies aiguës, c'est ce que je vous disais. Ce sont les deux substances naturelles que l'on extrait de la plante, mais que l'on peut aussi donc fabriquer par synthèse. Et la noranhydrovinblastine, elle, est utilisée dans le traitement du cancer du sein, du cancer du poumon non à petites cellules, une variété, et la maladie de Hodgkin aussi. Donc, activité quand même un peu différente. La navelbine est bien tolérée et elle est commercialisée par une industrie française. Alors, quelques dates quand même. C'est en 1957 puis 1960 que les Canadiens ont découvert la vinblastine, substance antitumorale. C'est en 1989 seulement, c'est-à-dire 29 ans après, que la navelbine, cet analogue de synthèse de la vinblastine, a été commercialisée. Je précise quand même que le VLB et l'oncovin, dont je vous avais donné la formule, eux ont été commercialisés vers 1975 par les Américains. Venons-en à l'IF. L'IF, en fait, à l'origine, les Américains, en travaillant, en faisant une campagne de criblage systématique d'extraits de plantes récoltés un peu partout dans le monde, ont découvert qu'un extrait d'une écorce d'un IF poussant sur la côte ouest du Pacifique, en Californie, l'IF du Pacifique, qui porte le nom latin de Taxus brevifolia, parce que les feuilles sont courtes, l'extrait d'écorce possédait une bonne activité antitumorale. Ils ont isolé la substance responsable, qui est le taxol. Le taxol qui possède deux parties, là encore, dans la molécule, une partie macrocyclique, ici, et une chaîne latérale. Il y avait un problème. Le taxol isolait des écorces. D'abord, il était isolé des écorces. Le rendement d'obtention était très faible, 150 mg par kilo d'écorce de tronc d'IF. Lorsque vous récoltez les écorces de tronc d'un arbre, vous le faites mourir. Lorsque vous récoltez les feuilles, il peut refaire des feuilles. Mais les écorces, vous tuez l'arbre. Donc, pour avoir les 2 kilos nécessaires de taxol nécessaires pour les études cliniques, les Américains ont abattu 2000 arbres. Alors, les écologistes se sont déchaînés parce qu'il y avait une espèce de hibou protégé qui habitait dans cet arbre, et ils ont été obligés d'arrêter cet abattage, et l'IF continue à prospérer sur la côte ouest des États-Unis, mais il y a quand même eu un peu de massacre. Bon, nous avons eu l'idée en France de voir si l'IF européen, qui est une espèce différente de l'IF américain, le Taxus baccata, dont vous avez vu la photo tout à l'heure, s'il contenait aussi du taxol dans les écorces. On a profité du percement d'une route dans le parc du château de Gif-sur-Yvette. Vous savez que c'était un château qui appartenait à Frédéric Joliot-Curie, qui l'a vendu au CNRS, sous réserve que ce soit un campus scientifique. L'Institut dont je dépends est sur ce campus. Il y a un parc qui est magnifique, d'ailleurs, je vous engage à aller visiter. Et une route devait passer, la municipalité faisait passer une route. On a abattu 3 ou 4 arbres. On a eu l'idée d'aller rechercher dans toutes les autres parties de la plante s'il y avait des précurseurs chimiques de cette molécule. Cette molécule est complexe, mais peut-être qu'il y avait des molécules plus simples que le chimiste pouvait extraire et modifier chimiquement pour parvenir à cette substance qui elle-même existait en très faible quantité. Eh bien, c'est ce que nous avons fait. Nous avons trouvé que les feuilles renfermaient la partie cyclique qui porte le nom de désacétylbacatine 3. Les feuilles contenaient la partie cyclique et les chimistes ont pu greffer chimiquement, par des réactions en laboratoire, la chaîne latérale pour non seulement faire le taxol, mais aussi fabriquer un analogue, le taxotère. Alors, c'est résumé ici. Cette substance est isolée à partir des feuilles et par des modifications chimiques, soit par l'intermédiaire d'acide cinnamique, soit par l'intermédiaire de cet acide préformé. On le fixe sur la molécule de désacétylbacatine 3 isolée des feuilles et on obtient le taxotère. Je vous rappelle que l'on peut récolter les feuilles de l'arbre et ne pas le faire mourir. Et c'est la principale voie de synthèse de ce produit qui est très efficace et qui est commercialisé par
une industrie française, pour le traitement de certains types de cancers. Alors, encore quelques dates. C'est en 1967 qu'a été découvert le Taxol lui-même. Il a été commercialisé beaucoup plus tard. Nous avons procédé aux récoltes de Taxus baccata, l'IF européen, en 1979. On a mis en évidence le Taxol dans les écorces, la désacétylbacatine 3, la partie cyclique, dans les feuilles. Et puis, c'est en 1997 seulement que le Taxoter, l'analogue du Taxol, a été commercialisé. Donc vous voyez, ces dates, c'est simplement pour souligner qu'entre le moment où on découvre une activité dans une plante sur le terrain ou en laboratoire et le moment où un médicament est commercialisé, il s'écoule une très longue période. Alors, activité clinique des taxoïdes, c'est-à-dire du Taxol, que l'on appelle aussi du nom officiel paclitaxel, et le Taxoter, que l'on appelle de la dénomination chimique docétaxel. En fait, il y a des différences qu'il faut retenir, c'est que les deux ont quand même quelques inconvénients. Dans le cas du Taxol, une diminution des granulocytes neutrophiles, et il y a des neuropathies aussi, des atteintes nerveuses. Il y a de la même façon une neutropénie dans le cas du docétaxol et des mucosités gênantes. Il y a perte de cheveux dans les deux cas. Et le Taxol soigne le cancer du sein, le cancer de l'ovaire. Le Taxoter, lui, est très efficace dans le traitement du cancer du poumon, non à petites cellules, mais aussi du cancer du sein. Alors, je passe assez vite sur une plante qui s'appelle Copsia singaporensis, une autre apocinacée, à partir de laquelle nous avons isolé une substance qui possédait une activité antimitotique, donc elle agissait sur la tubuline. Et l'on a isolé une substance qui en fait était connue depuis longtemps, le rasinylam, qui était connu parce qu'il avait été isolé d'une plante australienne. Il a été isolé par des chercheurs de Calcutta à partir d'une apocinacée indienne, Rasia stricta, et nous l'avons réisolé en 1987, et nous avons découvert l'activité anti-tubuline, désassemblage des microtubules, et qui provoque également une sorte de microspiralisation de la tubuline, de la même façon que le fait l'avamblastine, l'alcaloïde de la pervenche de Madagascar. Alors, ceci, je ne vais pas trop détailler ça, j'ai plus beaucoup de temps. Pour montrer l'effet si vous vous souvenez des courbes d'assemblage et de désassemblage de la tubuline que j'ai projetées au début, vous voyez que la substance, en fait, inhibe de façon dose dépendante le désassemblage des microtubules en tubuline, mais également, à une certaine concentration, le rasinylam provoque une spiralisation de la tubuline. Tout ceci montre qu'il y a une perturbation qui fait que le rasinylam pourrait être utilisé comme anticancéreux. Mais, malheureusement, s'il est très actif sur la tubuline, il possède aussi une certaine activité in vitro sur des cellules cancéreuses, sur des cultures de cellules cancéreuses. Malheureusement, nous n'avons jamais pu mettre en évidence avec cette substance une activité in vivo sur des tumeurs portées sur souris nude, des souris sans système immunitaire. Alors, on a pensé que la substance pouvait être hydrolysée, pouvait être coupée, transformée dans l'organisme animal sous l'effet de certaines enzymes, et on a essayé de fabriquer des dérivés. Alors, on s'est intéressé à la modification de différentes parties de la molécule, que je ne détaille pas, simplement pour dire qu'à chaque fois, on diminue beaucoup l'activité du rasinylam ou on l'inhibe totalement. Donc, ça n'était pas gagné. Alors, on a quand même radicalement changé et fabriquer des analogues par pure synthèse qui portent des fonctionnalisations différentes, qui ont encore une certaine ressemblance avec cette molécule de rasinylam, mais qui sont nettement différentes. Effectivement, l'une d'entre elles, par exemple celle-ci, qui porte une fonction carbamate, possède une activité 2 fois plus forte sur la tubuline que le rasinylam. Par contre, il y a peu de variations de la cytotoxicité in vitro sur les cellules. Donc c'est une recherche qui continue, mais simplement c'était un exemple pour vous montrer qu'à partir de la plante, on peut avoir, par des modifications successives, on peut améliorer cette activité et un jour, mais nous l'espérons pour celle-ci, mais je ne sais pas du tout si ça réussira, parvenir à un médicament utilisable en thérapeutique humaine. Alors passons au domaine des antiparasitaires. Les antiparasitaires avec notamment le paludisme. Le paludisme, en fait,
est une maladie qui est très invalidante et qui touche des centaines de millions de personnes dans les pays en développement. Il y en a peu en France, mais il y en a beaucoup dans les pays en développement de la zone tropicale. Et elle nécessite deux hôtes. L'un, l'homme, pour l'évolution du parasite, mais aussi le moustique, pour sa reproduction sexuée. Le moustique, prenons-le au début, pique un malade qui contient et prend des gamétocytes mâles et femelles qui vont se transformer en gamètes mâles et femelles, qui vont s'unir pour former un oocyste, un œuf qui va se multiplier et qui va relâcher dans la salive du moustique, un moustique spécial, l'anophèle, des sporozoïtes, une forme parasitaire que l'on appelle sporozoïte. Il va piquer une autre personne qui, elle, n'est pas encore infestée, qui va se trouver infestée grâce aux sporozoïtes injectés par le moustique. Et ces sporozoïtes vont aller d'abord coloniser les hépatocytes, les cellules du foie, pour se transformer, se multiplier et former une autre forme parasitaire que l'on appelle mérozoïte. Ces mérozoïtes, à nouveau libérés avec des granules pyrogènes dans le sang, vont infester des hématies, des globules rouges, pour donner deux voies de reproduction, l'une végétative en formant des schizontes, c'est-à-dire une forme de multiplication des mérozoïtes à l'intérieur de l'hématie, en utilisant d'ailleurs, on verra, l'hémoglobine pour synthétiser les parois de ces formes parasitaires. Ils vont se multiplier en schizontes. Les schizontes vont faire éclater l'hématie, être à nouveau libérées dans le sang et être infestées d'autres hématies. Et puis, il y a une forme de reproduction sexuée qui passe par la forme trophozoïte, puis ces fameux gamétocytes qui donneront des gamètes. Les gamètes seront ingérées par les moustiques. Et on a un cycle comme ça qui va permettre, par le biais d'un moustique, d'aller d'un homme à un autre, ou d'une femme à une autre, et d'infester finalement un très grand nombre de gens qui ne peuvent pas se traiter. Eh bien, on a... En fait, à l'origine, au XVIIe siècle, on a eu vent de l'utilisation d'une plante par les Incas en Amérique du Sud. C'est la poudre de quina. La poudre de quina, c'est un moine espagnol, le père Pedro de Calancha, qui a montré que la poudre de quina guérissait les Incas de la fièvre tierce et avait notamment guéri la femme du vice-roi du Pérou, la comtesse de Chinchón, au XVIIe siècle. Les jésuites, et notamment le cardinal Juan de Lugo, rapportaient l'usage de cette plante en Italie, et on l'a appelée pour cela la poudre des jésuites, et qu'elle était utile pour soigner la malaria. La malaria, vous savez que c'est le nom anglais du paludisme. La malaria, la maladie du mauvais air. Pourquoi ? Parce qu'il y avait beaucoup de marais dans certaines zones en Italie et qu'il y avait beaucoup de marais pestilentiels, mais aussi avec beaucoup de moustiques. Eh bien, il a rapporté cet usage. Le botaniste suédois Linné a décrit la plante sous le nom de cinchona, du nom de la comtesse de Chinchón. Et ce sont deux pharmaciens, Pelletier et Caventou, vous pouvez voir c'est leur statue au coin de la rue de la Baie de l'Épée et du boulevard Saint-Michel d'ailleurs, ce sont deux pharmaciens qui, en 1920, ont isolé la quinine, principe actif de l'écorce de quinquina. Mais sa structure moléculaire sera élucidée 100 ans plus tard. Alors la quinine, qui est un schizonticide, c'est-à-dire qu'elle agit sur la voie de reproduction végétative des mérozoïdes, sporozoïdes, etc., la quinine inhibe l'enzyme du parasite qui dégrade l'hémoglobine des hématies qui hébergent le parasite pour former la paroi des mérozoïtes. Il détourne, au fond, de la cellule qu'il colonise, il détourne le métabolisme à son profit pour former les parois des mérozoïtes, qui sont des cellules filles qui disséminent le plasmodium. La quinine agit aussi sur l'hème de l'hémoglobine, la partie pigment de l'hémoglobine. Alors, la quinine était intéressante, mais elle a une certaine toxicité aussi vis-à-vis du système nerveux central. Voilà donc sa formule en rouge. Et on a cherché à dérivatiser, comme on dit en termes de chimie, à fabriquer des nouveaux dérivés à partir de l'observation de cette structure. Et l'on a fabriqué un médicament que vous connaissez certainement, tous ceux qui sont allés dans les pays tropicaux ont utilisé la nivaquine, ou chloroquine, où vous reconnaissez une partie de la molécule de quinine, ou bien le lariam, par exemple, méfloquine, qui porte des radicaux trifluorocarbonés, ici.
et d'autres substances comme l'alphan, etc. Ces 3 substances sont des analogues de synthèse, de pure synthèse, n'ont rien de naturel, mais copient en partie la molécule de quinine. Et puis on recherche de nouvelles substances antitumorales, et c'est notamment encore une fois une tradition empirique qui a permis de découvrir l'artémisinine, que l'on appelle le Qinghaosu en chinois, et qui provient d'une plante qui était utilisée par les Chinois, les populations du